une invitation scellée dans la cire, un invité qui n'est jamais revenu. Bienvenue à Vérités Obscures. Je suis votre hôte, Léon. Laissez un commentaire et indiquez d'où vous vous inscrivez. Je lis tout. Vous rendez cette communauté mystérieuse extraordinaire. Plongeons-nous dans le vif du sujet. C'est durant une de ces périodes de relâche du début du printemps, alors que le brouillard s'accrochait au toit de Baker Street et que même Holmes s'était résigné à la léthargie, que l'affaire du gant cramoisi commença à prendre forme. Les bûches crépitaient dans la cheminée du 221B, et mon compagnon Sherlock Holmes était affalé sur le canapé, un long doigt traçant des motifs invisibles sur l'accoudoir, tandis que son esprit vagabondait bien au-delà de notre humble logement. Je revenais tout juste d'une promenade dans Regent's Park, où la brume avait transformé chaque piéton en une silhouette sombre, et j'étais en train d'enlever mes gants lorsqu'un coup sec a résonné à la porte en dessous. Les pas légers de Madame Hudson résonnèrent dans l'escalier, suivis de l'annonce « Un monsieur désire vous voir, monsieur Holmes. Il dit que l'affaire est de la plus haute urgence. » Holmes se redressa aussitôt, toute langueur s'évanouissant de sa longue silhouette. « Faites-le entrer, Madame Hudson, » cria-t-il. Et lorsque le monsieur entra, Holmes avait déjà pris position près de la cheminée, le regard perçant, les doigts joints. Notre visiteur n'était pas celui que j'avais imaginé. Il portait un masque de velours d'un rouge profond, dissimulant presque tout son visage, à l'exception du bas. Sa tenue était plus adaptée à un bal vénitien qu'à un matin brumeux à Londres. Une cape bordeaux profond doublée de satin noir, des mains gantées et un gilet raffiné au fil d'or. Pourtant, malgré toute la théâtralité de son allure, sa voix tremblait. « Pardonnez-moi la tenue, » dit-il en ôtant son chapeau mais pas son masque. « Mon identité, pour des raisons qui deviendront évidentes, doit rester secrète, du moins pour l'instant. L'anonymat est la monnaie d'échange. »« Des secrets, » répondit Holmes en désignant une chaise. « Mais asseyez-vous. Plus votre mystère persiste dans votre esprit, plus il se déforme en le racontant. » L'homme resta assis mais tendu. « Je suis ici au nom de quelqu'un d'autre, quelqu'un dont je ne peux prononcer le nom, mais que vous reconnaîtrez peut-être, à son seul titre. Une disparition a eu lieu, monsieur Holmes. Une jeune femme a disparu. Elle s'appelle mademoiselle Léonora Castagne. » Holmes se pencha légèrement en avant. « Je crois que je connais quelqu'un. Fille de feu sur Dorian Castagne, le magnate du transport maritime qui a péri l'année dernière dans un accident de yacht près de Gibraltar. » L'homme marqua une pause. « Votre réputation n'est donc pas exagérée. » Holmes esquissa un léger sourire narquois. « Veuillez continuer. » La jeune fille a été vue pour la dernière fois il y a 3 nuits, lors d'un bal masqué organisé au domaine Montvert à Richmond. C'était une soirée privée, exclusive, somptueuse et plutôt excentrique. Le port du masque était obligatoire. À minuit, mademoiselle Castagne a quitté la salle de bal. On ne l'a plus jamais revue. Sa voiture est restée inutilisée. Ses gants, en revanche, l'un d'eux a été retrouvé dans le jardin de marbre. De la soie cramoisie, tachée de quelque chose qui aurait pu être du sang. Holmes se leva, sa longue ombre vacillant sur le sol. « Une mascarade », murmura-t-il presque pour lui-même. « Masque, illusion, anonymat, quel meilleur décor pour une disparition. Je vous en supplie, » dit l'homme, la voix chargée d'émotion, « n'impliquez pas Scotland Yard. Ils réduiraient cette affaire à néant, au lieu de la résoudre avec leur intelligence. L'enjeu est plus grand que la réputation d'une jeune femme. » Je m'avançai. « Vous avez parlé d'enjeux et de danger, mais pas de famille. Mademoiselle Castagne est-elle de votre famille ?» L'homme masqué hésita. « Non, mais autrefois... » Il s'interrompit, puis reprit avec plus de fermeté. « Je suis son tuteur par le testament de son défunt père. Elle est majeure, mais elle n'a pas encore l'expérience des duplicités de la société. » Holmes s'approcha de la fenêtre et scruta le brouillard. « Et le gant? Tu l'as apporté ?» L'homme sortit un paquet de son manteau et le déplia sur la table. Là, brillant à la lumière du gaz, reposait un gant de la main gauche en
soit écarlate, délicat et délicat, mais gâché par une tache sombre près du pouce. Holmes n'y toucha pas. « Watson, qu'en penses-tu » Je m'approchai. Ni boue, ni encre. Peut-être du sang séché, mais pas d'odeur de fer. Ça pourrait être de la peinture. Holmes hocha la tête d'un air approbateur. Vos capacités d'observation s'améliorent, mon ami. Mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Un test confirmera ce que je soupçonne déjà. Il se tourna brusquement vers le visiteur masqué. Vous retournerez à Richmond et organiserez notre invitation au domaine de Montvert. Quant à mademoiselle Castagne, si elle a disparu dans les ombres, il nous faut d'abord comprendre les lanternes qui les projetaient. Quelle musique a été jouée? Qui a dansé avec elle en dernier? Qui l'a regardé partir? L'homme se leva. Je vous préviendrai ce soir, mais sachez ceci. Certains participants à ce bal masqué portent des masques non seulement pour festoyer, mais aussi pour survivre. Soyez prudents. Sur ce, il partit, son manteau flottant derrière lui comme le rideau qui se ferme sur une scène. Holmes fixa le gant, l'expression indéchiffrable. « Alors » demandai-je après un long silence. « Que pensez-vous de lui ?»« Je fais, » dit Holmes d'une voix douce, « un homme effrayé non seulement par le scandale, mais par quelque chose de bien pire. Ce n'était pas du théâtre, Watson, c'était du désespoir, enveloppé de velours. » Il se tourna vers moi, les yeux brûlants, à nouveau d'intérêt. « Allons, le jeu ne commence pas par un meurtre, mais par un gant. » Le brouillard ne s'était que légèrement levé lorsque notre voiture de location s'engagea sur le chemin sinueux menant au domaine de Montvert, situé dans le quartier verdoyant de Richmond. Bien que les bourgeons printaniers frémissent au taux bout des branches, la journée portait la fraîcheur de fin février, et les nuages se profilaient bas comme du velours froissé. Holmes était assis en face de moi, les longues jambes croisées, son regard ni sur moi ni sur le paysage, mais fixé quelque part dans cette étendue abstraite où son esprit se retirait souvent. Je savais qu'il valait mieux ne pas l'interrompre. Nous avions reçu notre invitation officielle ce matin-là, livrée à la hâte et scellée d'un curieux emblème de cire, un demi-masque entrelacé d'une fleur d'iris. C'était, nota Holmes, un emblème approprié pour une maison qui cultive les secrets. J'ose dire que cette affaire de Montvert ressemble plus à une société théâtrale qu'à un rassemblement de la haute société, remarquai-je tandis que les grilles de fer grinçaient en s'ouvrant. La société, répondit sèchement Holmes, n'est qu'un théâtre avec des entr'actes plus longs. Le domaine se révélait petit à petit à travers la brume qui s'éclaircissait. D'abord les haies, soignées et nettes comme des pièces d'échecs, puis les imposants cyprès flanquant l'allée, et enfin la maison elle-même, Montvert. Monstruosité. De l'architecture géorgienne tardive, Montvert s'enorgueillissait de 3 étages de symétrie et de silence. Sa façade de pierre blanche brillait à travers le brouillard, chaque volet clos, chaque corniche trop nette, trop délibérée. J'avais l'impression absurde que nous étions observés non pas par des personnes, mais par la maison elle-même. À la grande porte, nous fûmes accueillis par un majordome grand et décharné, dont le visage exprimait la sévérité crispée d'un homme habitué depuis longtemps aux instructions désagréables. Il se présenta sous le nom de Carruthers et nous fit entrer dans un hall d'entrée carrelé de marbre, où flottait une légère odeur de cire et de violette. « Ma maîtresse vous attend dans le salon Est », murmura-t-il. « Si vous voulez bien me suivre. »« Votre maîtresse ?» demanda Holmes d'un ton léger. J'avais l'impression que cette maison appartenait à Lord Elric Danbury. Carruthers ne ralentit pas le pas. « Le domaine reste la propriété de Lord Danbury, monsieur. Mais la maison est gérée par sa sœur, Lady Ariadne. » Holmes me lança un regard en coin. « La scène s'élargit, murmura-t-il. Nous avons traversé un couloir lambrissé de noyer foncé, dont les murs étaient ornés de portraits à l'huile de personnages masqués. Certains étaient de profil, d'autres de 3/4. Tous portaient des masques, dorés, noirs, cramoisis, ne révélant jamais leur visage. Ils prennent leurs thèmes au sérieux, dis-je déconcerté. En effet,
dit Holmes, les yeux rivés sur un tableau. Ce ne sont pas des masques décoratifs. Ils sont tous peints à partir de pièces réelles. Certains sont même usés. Remarquez les bosses sur le bord inférieur de celui-ci. Ils étaient usés, pas imaginés. Avant que je puisse répondre, Caruthers ouvrit les portes du salon Est, et nous entrâmes dans une pièce sortie tout droit du rêve d'un peintre. Elle était vaste, et baignée d'une douce lumière provenant d'une haute fenêtre de véranda. Le mobilier était pâle et ancien, comme conservé dans du sel. Des tapisseries représentant des scènes mythiques étaient accrochées au mur. Ariane et le labyrinthe, remarquai-je, et au centre était assise dans un fauteuil à haut dossier, vêtue de lavande, un turban argenté enroulé autour de ses boucles brunes. Elle ne s'est pas levée à notre entrée, mais elle a souri. Ni largement, ni chaleureusement, mais avec précision comme le croissant d'une lame bien aiguisée. « Vous devez être Monsieur Sherlock Holmes, dit-elle. Et le docteur Watson, j'ai lu le récit de vos exploits au Strand. Quel étrange réconfort d'avoir le royaume de la logique aux côtés de notre petit masque de folie. » Holmes s'inclina légèrement. « Lady Ariadne, je suppose. Je vous remercie de nous avoir reçus dans un délai aussi court. » « Je pouvais difficilement refuser, dit-elle. Ce n'est pas tous les jours qu'on perd une fille et qu'on gagne un détective. Elle a été vue ici pour la dernière fois, demanda Holmes sans perdre de temps. Dame Ariane hocha la tête et désigna le divan en face d'elle. Léonora a assisté au bal masqué il y a 3 soirs, comme les autres. Elle portait une robe de soie vert d'eau, je me souviens. Son masque était en plumes de paon et jais. À minuit, comme le veut la tradition, les invités se démasquèrent, ou du moins la plupart le firent. Elle s'excusa et se rendit au jardin d'hiver, et ne revint jamais. Qui d'autre était présent? Dame Ariane pencha la tête. Vous pouvez consulter la liste des invités, si vous le souhaitez. Il y avait une 30aine de personnes, la plupart de vieux amis de la famille, quelques jeunes artistes et des amateurs que Léonora appréciait ces derniers temps. Lord Elric lui-même était remarquablement absent, parti bouder à Paris, je crois. Il désapprouve nos réunions, et aucun des invités n'a rien remarqué. La seule chose que le gendarme sait déjà, un seul gant a été retrouvé dans le jardin de marbre, derrière la serre. Il y avait du sang, ou quelque chose de similaire dessus. Holmes se pencha en avant. Le jardin s'était-il fermé? Puis-je l'examiner? Dame Ariane sourit faiblement. Bien sûr, mais cela fait 3 jours. Le jardin n'est plus aussi impeccable qu'avant. Je m'intéresse moins à la pureté qu'à ce que les autres négligentent. Elle sonna une cloche d'argent, et Caruthers revint en silence. « Emmenez-les au jardin de marbre, » ordonna-t-elle. « Et faites venir mademoiselle Alberde si elle est là. Elle pourrait avoir des informations sur les derniers mots de Léonora. Elles étaient très proches. » Tandis que nous suivions Caruthers, dans la maison, Holmes murmura « Ariane Danbury, avez-vous vu comme elle a encerclé le sujet de son frère et la liste des invités? Trop opportunément. Elle manigance quelque chose. » « Tu penses qu'elle est impliquée? » « Je pense, dit-il doucement, que les gens organisent rarement des bals masqués, à moins qu'ils n'aient quelque chose à cacher. À notre arrivée, le jardin portait bien son nom. Des statues de marbre se dressaient figées dans diverses poses, nymphes, bergers, dieux, à moitié engloutis par le lierre. Un étang vide s'ouvrait au centre, sa surface n'étant interrompue que par une tête de chérubin fissurée au bord. « C'est ici que le gant a été trouvé », a déclaré Caruthers, en désignant une parcelle de gravier près de la base d'une statue représentant Narcisse penché sur une piscine invisible. Holmes s'accroupit et passa sa main sur le sol. « Là, » murmura-t-il. Du gravier a bougé, mais dans une direction inhabituelle. Quelqu'un s'est retourné brusquement ou a été tiré, et là, il désigna une branche de lierre qui pendait du socle de la statue. Elle a été cassée plus récemment que les feuilles qui l'entourent. Watson, observe, je me suis agenouillé à côté de lui. Déchirée de part en part, quelqu'un a trébuché? Peut-être. Ou alors, on m'a poussé.
Avant que nous puissions examiner plus en détail, un léger bruit de pas attira notre attention. Une femme s'approcha de l'aile ouest, une silhouette frêle et anxieuse au visage pâle et aux yeux bleus qui s'agitaient comme des poissons sous la glace. Sa jupe sombre était couverte de pollen. « Mademoiselle Halberd ?» demanda Holmes, elle. Hocha la tête. « Oui, vous vouliez parler de Léonora ?» Holmes se leva. « Vous étiez proche ? Très bien. Elle était comme une sœur pour moi. » Sa voix tremblait. Était-elle troublée, effrayée peut-être, avant de disparaître? Mademoiselle Halberd baissa les yeux. Elle était distraite, pas effrayée, mais évasive. Depuis 15 jours, elle recevait des lettres, des enveloppes anonymes, scellées à la cire noire. Elle ne me laissait jamais voir le contenu, mais j'en ai trouvé une brûlée dans la cheminée. Les cendres n'avaient pas complètement pris. Je n'ai pu distinguer qu'un seul mot, mascarade. Les yeux de Holmes se plissèrent. A-t-elle mentionné des noms, des connaissances récentes? Miss Halberd hésita. Un seul, un peintre, Nicholas Vale. Elle l'avait rencontré dans un salon de Bloomsbury. Grand, intense, toujours vêtu de gris. Elle disait qu'il peignait des masques, mais elle disait aussi, sa voix se réduisit à un murmure, qu'il connaissait des secrets sur la mort de son père, des secrets qu'elle avait peur d'affronter. Holmes se tourna lentement vers la statue de Narcisse. « Watson, » dit-il après une pause, « je crois que cette danse est loin d'être terminée. Nous avons quitté Montvert tandis que le crépuscule étendait ses longs doigts sur les statues du jardin et que le vent se faisait plus violent, soufflant sous les arches du domaine comme un murmure venu d'une scène oubliée. » Holmes gardait un silence inhabituel, tandis que notre voiture avançait péniblement vers le cœur de Bloomsbury. Ses yeux, fixés sur un point lointain au-delà de la vitre tachée, brillaient d'une étrange lueur d'intuition au bord de la clarté. « Nicholas Vale », dit-il enfin, rompant le silence qui nous avait envahis depuis que nous avions laissé Miss Halberd près de la statue de Narcisse. Un homme qui peint des masques et murmure des secrets sur le père décédé d'une jeune fille. Curieux, non? J'ai hoché la tête. Tu crois qu'il l'a fait chanter? C'est possible, répondit Holmes. Mais les maîtres chanteurs font rarement disparaître leurs victimes. Ce genre de finalité suggère soit le désespoir, soit l'art. Art? Holmes me lança un regard en coin, le coin de sa bouche se crispant. Nous avons affaire à des gens qui traitent la vie comme du théâtre, Watson. Les Danbury sont des artistes en tout, sauf en nom. Ariadne décore le mystère comme une hôtesse décore le champagne. Et Vale, s'il peint des masques, il ne se contente pas d'esquisser des visages. Il étudie ce qui se cache en dessous. La voiture ralentit en arrivant à Montague Street, près de Russell Square. Le logement de Vale, d'après les informations obtenues grâce au registre des invités de Lady Ariadne, se trouvait au-dessus d'une librairie d'antiquités dont les vitrines arboraient les lettres dorées ondulées Harrington & Sons, volumes rares et œuvres curieuses. « Voyez l'ironie », murmura Holmes tandis que nous sortions sur le trottoir détrempé par la pluie. Un homme qui dissimule les visages, installé au-dessus d'une boutique de savoir. Nous n'avons pas été accueillis par Vale, mais par un commerçant désintéressé, en manche de chemise qui nous a informés d'un signe de tête, que M. Vale était dans son grenier comme toujours, à l'étage, 3e porte à gauche, s'il répond. Alors que nous montions l'escalier grinçant, Holmes s'arrêta 2 fois. Une fois pour inspecter une tache sur la rampe, une autre fois pour regarder à travers la vitre biseautée d'une porte banalisée. Puis, nous arrivâmes chez Val. Il ne portait aucun numéro, seulement une empreinte de pouce cramoisi près de la poignée. Holmes a frappé. Rien. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois. Puis, me jetant un coup d'œil et haussant légèrement les épaules, il tourna la poignée. La porte s'ouvrit en grinçant. Ce qui se trouvait au-delà ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu en dehors des rêves d'opium ou des productions théâtrales. Le studio était vaste et sombre, éclairé seulement par un unique vitrail qui projetait des teintes fracturées sur le sol. Un parfum de lin, de cire, de bougie
et quelque chose de plus subtil, comme la rose et le fer, flottait, dans l'air. Des tableaux étaient adossés à chaque mur. Visages masqués, femmes voilées, arlequins enveloppés de fumée. Certains masques étaient de style vénitien, d'autres plus primitifs, tels des totems tribaux. Une toile, presque grandeur nature, représentait une femme en soie vert d'eau, un masque en plume de paon serré dans une main molle. Son visage était détourné, seul son cou et ses épaules étaient visibles. Holmes s'en approcha lentement. « C'est elle, » dis-je, stupéfait. « Ce doit être Léonora. » Holmes ne dit rien. Il se pencha, examinant les coups de pinceau près du bord du cadre. Puis il renifla. « Encore humide, » murmura-t-il. « Peint récemment, il y a quelques heures, peut-être. »« Mais elle a disparu il y a 3 jours, » murmurai-je. « C'est de mémoire ?» Holmes se tourna vers moi. « Non, c'est de la présence. » Avant que je puisse répondre, une planche craqua au fond du studio. Holmes leva la main pour me faire taire, puis traversa la pièce dans un silence absolu, ses bottes silencieuses sur le vieux bois. Je le suivis, le cœur battant. Nous passâmes sous un rideau de velours rouge, et nous nous retrouvâmes dans une étroite alcôve, dont les murs étaient tapissés de croquis. Au centre se dressait un lit de camp bas et une table avec des pinceaux, des pots de pigments, et un journal ouvert à côté d'un mégot de bougie encore fumant. Holmes prit le livre et en feuilleta les pages. Des vers de poésie et des schémas anatomiques s'entremêlaient. Il y avait des références à Ariane, à Montvert, au labyrinthe sous la peau. Puis Holmes s'arrêta sur une feuille à moitié déchirée. Les mots, griffonnés à l'encre inégale, se lisent ainsi « La mascarade comme salut. Elle craint ce que je vois, mais je ne peins pas de mensonges. Son père pleure à travers des miroirs. » Bientôt le dernier voile tombera. Nous avons regardé la page en silence. « Il est fou, dis-je enfin. »« Peut-être, » répondit Holmes, « ou un visionnaire. La frontière entre les deux est aussi fine que de la feuille d'or. » Un bruit soudain, doux et délibéré, nous interrompit. Le bruit d'une porte qui se ferme. Pas au-dessus, mais en dessous. Holmes se raidit. Puis il bougea. Rapidement, silencieusement, il traversa le studio et franchit la porte d'entrée. Je le suivis de près. En bas des escaliers, dans l'étroite librairie, où l'odeur de moisi et de papier flottait dans l'air. Mais la boutique était vide. La porte d'entrée était entr'ouverte. Nous nous sommes précipités dans la rue juste à temps pour apercevoir une grande silhouette en manteau gris se faufiler dans l'allée près de la pharmacie. Holmes n'a pas hésité. Il s'est enfui aussitôt et je l'ai suivi, le cœur battant, les poumons brûlants. Nous atteignîmes la ruelle juste au moment où la silhouette se retournait. L'espace d'un instant, son visage capta la lumière du lampadaire. Pommettes saillantes, yeux sombres, lèvres pincées, un masque de concentration. Puis il disparut dans l'écurie derrière le bureau de tabac. Au moment où nous sommes sortis, la voie était vide. Holmes scruta les ombres, respirant régulièrement malgré la poursuite. « Il savait qu'on viendrait, » dit-il sèchement. « Il voulait qu'on retrouve le tableau, pour nous faire peur ou pour délivrer un message. » Quelques minutes plus tard, nous sommes retournés au studio, essoufflés et méfiants. Holmes s'est dirigé directement vers la table et a examiné à nouveau le journal. Puis il prit une deuxième feuille, que je n'avais pas remarquée auparavant. Plus petite, plus fine. C'était une carte pliée, du genre qu'on glisse dans une enveloppe pour une invitation. On pouvait y lire « À Ariane » avec clarté. « Minuit approche. Le dernier masque tombera, d'accord. »« Ce soir, » dit Holmes, « on a prévu quelque chose. » « À Montvert ?» Il hocha la tête. « Et elle le sait. Ariane en savait plus qu'elle ne l'admettait. Sa performance s'inscrit dans un contexte plus vaste. Nous sommes partis aussitôt. Alors que nous retournions vers Richmond, les nuages s'étaient épaissis et une pluie fine s'abattait sur le toit, tel un avertissement codé. Holmes parla peu. Il examina l'invitation encore et encore, passant, son pouce sur le bord comme s'il déchiffrait une menace en braille. Puis enfin il dit « Léonora est peut-être encore en vie. » Je me tournai brusquement vers lui. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Il me regarda. «
Parce que les artistes ne peignent pas les fantômes à l'huile, ils peignent ce qui les obsède dans le présent. Le pinceau de Val n'avait pas séché. Elle était là récemment. Et il veut qu'on la voie, mais pas encore démasquée. Les lampes de Montvert réapparurent, clignotant à travers la brume. Holmes se pencha en avant, les yeux plissés. « Ce soir, Watson, dit-il, le rideau se lève. » Nous arrivâmes à Montvert peu avant 11 heures. La silhouette du domaine se dessinait à travers la brume, tel un colosse endormi. Un silence régnait sur ces créneaux gothiques. Pas un rire, pas de musique, pas même le froissement de la soie le long de la galerie. La mascarade semblait terminée, mais le véritable spectacle ne faisait que commencer. Holmes descendit le premier et se dirigea sans hésitation vers l'entrée latérale, son manteau flottant comme une cape autour de sa silhouette frêle. Je le suivis précipitamment, les nerfs à vif, les pensées rivées aux mots énigmatiques que Veil avait laissés derrière lui. Le dernier masque tombera. Nous avons été accueillis dans le vestibule par un majordome surpris, qui cligna des yeux comme s'il voyait des fantômes. « Monsieur Holmes, docteur Watson, nous pensions que vous étiez parti. La maisonnée est-elle au lit ?» demanda Holmes en époussetant la pluie de ses manches. L'homme hésita. Certains le sont. D'autres s'attardent dans le salon ouest. Lady Ariadne a eu un bref évanouissement tout à l'heure. Elle a été escortée jusqu'à ses appartements par M. Edwin Albert et Lord Altham. Holmes fronça légèrement les sourcils. « Et Nicholas Veil, est-il arrivé ?» Les yeux du majordome vacillèrent. « Je vous demande pardon, monsieur, mais M. Veil n'était pas parmi les invités officiels ce soir. »« En effet, » murmura Holmes. « Pourtant, sa présence est de plus en plus indéniable. » Nous avançâmes rapidement dans un couloir latéral. Les bottes de Holmes ne firent aucun bruit sur le tapis, tandis qu'il nous guidait à travers les couloirs labyrinthiques de Montvert. Au bout d'un passage, nous passâmes devant un grand miroir dont le cadre doré portait une légère tache de rouille sur le bord. Holmes marqua une pause. Il se pencha, sortit une loupe de son manteau et inspecta la marque. « De la peinture grasse mélangée à du vermillon, » dit-il doucement. « Pas du sang, un pigment de Seine. » Val était là. Nous avons continué. Le salon ouest était silencieux, à l'exception du crépitement du feu et du murmure des voix. Lord Altham, l'air inhabituellement débraillé, arpentait l'âtre, un verre de cognac serré dans une main aux jointures blanches. À côté de lui se tenait Edwin Albert, figé et silencieux, la mâchoire crispée. Et allongé sur un canapé de brocart délavé, Lady Ariadne en personne. Elle leva les yeux lorsque nous entrâmes, les yeux cernés et l'expression indéchiffrable. « Mon cher monsieur Holmes, » dit-elle d'une voix douce et pourtant contenue. « Vous revenez comme le fantôme de Banquo. J'assiste rarement à un bal masqué une seule fois, » répondit Holmes en s'inclinant. « Surtout quand le point culminant est promis à minuit. » Elle pencha la tête. « Et quel pourrait être le dénouement ?»« Un de vos amis peintres a fait allusion à cela, » dit-il froidement. Il nous a laissé un souvenir, une sorte d'invitation. Les doigts d'Ariane se resserrèrent légèrement sur le bord de son châle. Elle ne répondit pas. Holmes poursuivit. Miss Leonora a été vue à l'atelier de Veil aujourd'hui. Il l'a peinte assez récemment pour que les huiles ne soient pas sèches. Albert s'avança d'un ton dur. C'est impossible. La fille est morte. Mon père s'en est assuré il y a des années. Vraiment ? Demanda Holmes. Le silence s'installa. Le feu éclata. Les yeux de Lady Ariadne se fermèrent un instant. Vous ne comprenez pas ce que cette maison renferme, monsieur Holmes, ce que cette famille a enterré. Alors éclairez-moi, dit doucement Holmes. Elle le regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Il y a des couloirs sous Montvert, dit-elle. Des passages scellés après l'incendie de 1863. Mon père les a fait fermer après un incident avec une gouvernante qui s'était égarée et n'a jamais été retrouvée. De vieilles fondations, murmura Holmes. Des espaces cachés. Je crois que Veil les a découverts, dit-elle doucement. Il était obsédé par la maison, son architecture, ses murmures. Léonora lui faisait confiance. Il savait des choses sur son père, sur ce qui s'était passé ici. Holmes hocha lentement la tête. Et vous laissez le spectacle continuer. Ariane se leva.
Nous n'avons aucune preuve qu'elle soit vivante, Holmes, et si elle l'est, elle ne souhaite peut-être pas être retrouvée. Le visage de Holmes était indéchiffrable. Puis il dit « Montrez-moi où votre père conservait les plans originaux. » Cette requête nous a conduits à un bureau oublié, près de l'aile est, dont la porte était verrouillée et sans clé. Holmes s'en est occupé rapidement avec un fil de fer et un tour de poignet. La pièce sentait la fumée et le temps. Des livres étaient alignés avec soin, intacts depuis des décennies. Un globe terrestre reposait à côté d'un vieux coffre à cartes. Holmes s'y est mis directement. Il tira tiroir après tiroir, jusqu'à ce qu'il en sorte enfin une liasse fragile de parchemin. L'encre était fanée, mais lisible. La sous-structure, dit-il en étalant les plans sur le bureau. Notez ceci. Les escaliers en colimaçon, les voûtes redondantes, cette chambre octogonale sous la colonnade ouest. Il a tapoté la page. C'est notre théâtre. Nous nous y sommes. Rendus à la lueur des lampes, guidés par l'urgence grandissante de Holmes. Ariane nous a rejoints en silence, sa robe de soie pâle flottant derrière elle comme un linceul nuptial. À un moment, Albert lui a murmuré quelque chose que je n'ai pas saisi. Elle n'a pas répondu. Nous avons atteint le portique ouest juste avant minuit. Derrière une tapisserie émiettée et un cadre vide, se trouvait une porte étroite fermée par la rouille. Holmes appuya du talon de sa canne, la coinça sous la charnière et la força à s'ouvrir avec un gémissement qui résonna comme une âme qui s'en va. Un escalier en spirale descendait vers le bas, en pierre, étroit et saupoudré de suie. Nous sommes descendus. L'air se rafraîchit à mesure que nous atteignions le bas. Holmes nous ouvrait la marche, sa lanterne projetant d'étranges ombres sur les murs humides. Nous passâmes devant des alcôves remplies de statues, certaines à moitié brisées, d'autres drapées de draps comme des pleureuses oubliées. Puis, au bout du couloir, nous l'avons trouvée. Une salle en forme de théâtre en rond, avec une estrade peu profonde au centre. Des bougies scintillaient dans des appliques le long des murs, leurs flammes bougeant à peine. Et au cœur de l'estrade se tenait Nicholas Vale. Il portait une robe cramoisie qui scintillait comme du satin. Son visage était nu, mais à côté de lui, sur un tabouret drapé de velours, reposait un masque d'ivoire et d'or. Et à ses pieds, inconsciente ou endormie, gisait Leonora Danbury. Vivant. Holmes s'avança. « Val, dit-il doucement mais avec autorité. Le spectacle est terminé. » Val leva lentement les yeux. Son visage était pâle, tiré, pas triomphant, mais las. « Elle voulait être vue, dit-il doucement. Elle voulait être révélée, non pas comme le fantôme de son père, mais comme elle-même. » Holmes jeta un coup d'œil à Leonora, immobile. « Tu l'as droguée ?» Elle a bu de la valériane de son plein gré, elle a compris. Holmes s'approcha. « Alors, explique-nous. » Val soupira et s'agenouilla à côté de Leonora. Elle m'a dit la vérité, que Danbury gardait des secrets bien plus sombres qu'Ariane elle-même n'osait le croire, qu'il l'avait gardée cachée après la mort de sa mère, non pas pour la protéger, mais pour l'effacer. Une fille née du scandale, de la honte. À sa mort, elle n'a rien hérité, seulement le silence. Alors je l'ai peinte, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle paraisse réelle. Et maintenant, demanda Holmes, que devait-il se passer ce soir? Je devais la lui montrer, dit Vale. La présenter à ceux qui l'avaient oubliée, Ariane, Hallebarde, Altham. Mais je comprends. Maintenant, ce serait de la cruauté. Holmes se pencha et examina le pouls de Leonora. Elle dort, elle n'est pas blessée, elle va bientôt se réveiller. Il se leva. « Tu viens avec moi, dit-il à Vale. Pas de drame, pas de rappel. » Val baissa la tête. « Comme tu veux. » Nous sommes montés en silence. Leonora portée dans les bras de Holmes, Vale marchant derrière comme un moine dans une procession finale. De retour au salon, tandis que l'horloge sonnait minuit, Holmes déposa délicatement Leonora sur le divan. Ariane s'agenouilla à côté d'elle, les larmes aux yeux. « Je croyais l'avoir enterrée, » murmura-t-elle. «
Je pensais que c'était ce que papa aurait voulu. » Holmes ne dit rien. Il la regarda simplement, longuement, d'un air inquisiteur. Finalement, il s'est tourné vers moi. « Watson, dit-il, cette affaire est masquée, mais au moins l'un d'eux est tombé. » Le matin s'installa lentement à Montvert Hall, se glissant dans une brume argentée et l'odeur de la pierre humide. Les événements de la nuit précédente avaient dispersé les invités du bal masqués comme des feuilles emportées par le vent, certains partant en silence avant l'aube, d'autres s'attardant dans une incertitude feutrée, peu disposés à affronter ce qui avait été dévoilé sous la majesté. Leonora Danbury s'était réveillée peu avant 6 heures. Ses yeux s'ouvrirent brusquement dans le salon ouest, grands ouverts et méfiants, comme s'ils émergeaient d'un rêve à moitié oublié. Lady Ariadne avait été la première à l'accueillir, non pas avec des larmes ou des récriminations, mais avec une douceur étrange, presque maternelle, comme si elle lissait la robe d'un fantôme qu'elles avaient aimé et perdu. Holmes avait observé tout cela depuis une alcôve sombre, le regard indéchiffrable, les doigts croisés sous le menton. Je me suis assis à côté de lui, un café à la main, regardant les retrouvailles se dérouler, tandis que la lumière matinale touchait les tapisseries. « Tu ne lui fais pas confiance, » dis-je, assez bas pour ne pas être entendu. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il prit une longue inspiration. Avant de répondre, « Je me fie à ce que je vois, mais Leonora, je vois trop peu. Elle était droguée, Holmes, elle a été cachée. Comment a-t-elle pu orchestrer quoi que ce soit ?» Il tourna son regard vers moi. « Exactement. Victime trop facilement. Retrouvée trop facilement. Si Veil avait l'intention de la récupérer, pourquoi attendre? Pourquoi ce théâtre de masques et d'énigmes? Peut-être parce qu'elle craignait les représailles, ai-je proposé, ou la honte. » Holmes se leva brusquement et traversa la pièce jusqu'aux hautes fenêtres. Debout, les mains jointes dans le dos, il observait le parc tandis que le brouillard se dissipait des haies. « Il faudra qu'elle parle, » dit-il doucement. « Honnêtement. Surtout. » À midi, la maison avait repris son rythme tendu. Il restait quelques invités triés sur le volet, Lord Altham, trop curieux, Miss Cléome d'Orsay qui revendiquait un engagement artistique envers le récit, et bien sûr Edwin Halberd, qui refusait de quitter Lady Ariadne. Nicholas Veil avait disparu. Cette découverte eut lieu peu après le déjeuner. Personne n'avait dormi dans sa chambre. Son chevalet, ses peintures et les portraits masqués qui bordaient autrefois le couloir avaient disparu. Un mot avait été laissé sur la coiffeuse. Lorsque la pièce se termine, l'acteur doit également saluer. Ne cherchez pas. Ce masque ne m'appartient pas. N.V. Holmes lut la note avec un léger froncement de sourcils. Parti, dis-je. Tu crois qu'il a fui pour éviter d'être arrêté? Ou bien, murmura Holmes, il n'a jamais été le dramaturge, juste un personnage dans le scénario de quelqu'un d'autre. Cet après-midi-là, Leonora prit la parole. Ariane avait organisé une petite audience privée dans le salon cramoisi, une pièce étroite aux hautes fenêtres donnant sur les jardins sud. Holmes, Lady Ariane, Albert, moi-même et un Lord Altham réticent y assistaient. Leonora entra lentement, vêtue d'une robe bleu pâle qui semblait trop légère pour la gravité de sa présence. Ses cheveux étaient détachés, son expression ouverte mais méfiante. Elle a commencé sans préambule. J'avais 16 ans quand mon père m'a envoyé ailleurs, ni à l'école, ni dans une institution officielle, mais dans ce qui était autrefois l'ancien pavillon du garde-chasse au-delà des bois. Il avait été transformé en une sorte de refuge après l'incendie, mais peu savaient qu'il était resté debout. « Pourquoi ?» demanda doucement Holmes. Les yeux de Leonora se tournèrent vers lui puis vers Ariane. « À cause de ma mère, dit-elle. Ce n'était pas la femme de mon père, c'était une couturière française, jeune. Il la gardait comme un bibelot. J'en étais la conséquence. Lorsqu'elle est morte, subitement et dans des circonstances suspectes, il a craint le scandale plus que le chagrin. J'ai été caché, légalement effacé. » Lord Altham s'agita. «
Mais vous avez été déclaré mort, noyé dans le lac Argenis. Il y a même eu des funérailles. » Léonora esquissa un mince sourire amer. Le corps qu'ils ont trouvé était celui d'une autre fille, probablement une vagabonde. Mais elle était méconnaissable lorsqu'ils l'ont repêchée. Mon père a vu une opportunité. Il a acheté le silence et a forgé une fin. Holmes l'observait attentivement. Lady Ariadne était-elle au courant? Une longue pause. Léonora jeta un coup d'œil à sa demi-sœur. Elle s'en doutait. Elle n'a jamais été cruelle avec moi. Mais elle n'a pas arrêté non plus. La voix d'Ariane n'était guère plus qu'un murmure. Je croyais te protéger. Et moi-même. Le regard de Léonora s'adoucit. À peine. Les années ont passé. Puis Nicolas est arrivé. Il peignait des paysages au pied des collines. Je l'observais depuis les arbres. Finalement, il m'a vu. « Et vous lui faisiez confiance ?» demanda Holmes. Je n'avais personne d'autre. Le silence tomba sur la pièce comme une couverture de poussière. Alors Albert demanda « Mais pourquoi revenir, maintenant ?» Les yeux de Léonora rencontrèrent les siens. Parce que la mort de mon père a brisé ma dernière chaîne, parce que Nicolas m'a poussé à être vu, et parce que... Elle hésita. J'avais peur que quelqu'un m'observe, qu'il me suive. Holmes se redressa. Depuis? Quand? 2 semaines avant la mascarade, j'ai trouvé des traces. De la terre éraflée près de la loge, un loquet cassé sur la porte latérale, et une fois, un gant. Il se retourna brusquement. Quel genre de gant? Elle fronça les sourcils. Noir en velours, avec un petit fil cramoisi le long du poignet. Je n'en comprenais pas la signification. Holmes m'a regardé, puis Ariane. Le personnel de maison a-t-il déjà porté des gants de cette description? Non, répondit Ariane. Certainement pas récemment. Holmes se leva. J'aimerais voir l'ancienne loge, dit-il. Maintenant. Nous sommes partis dans l'heure. Le chemin menant aux lodges serpentait à travers des bois dénudés et des sous-bois emmêlés. Le soleil bas projetait des ombres irrégulières sur le sol friable. La structure elle-même était simple, pierre et bois, envahie par la végétation et humide mais intacte. À l'intérieur, Holmes se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, inspectant les planchers, les linteaux et même les espaces derrière les bibliothèques. La poussière marquait ses bottes et ses mains tandis qu'il travaillait en silence. Puis il se figea près du foyer. Il s'accroupit, souleva une dalle avec sa canne et en sortit un petit objet, une montre de poche, cassée, son cadran fissuré, sa chaîne sectionnée. Holmes a ouvert l'affaire là, derrière la vitre, se trouvait un daguerréotype décoloré, de Nicholas Vale, et d'un autre homme. Le visage de Holmes changea subtilement. Il se crispa, s'aiguisa, il remit la pierre, empocha la montre et se leva. « Nous revenons, » dit-il. « Mon verre n'en a pas encore fini avec nous. » De retour à la propriété, Holmes ne fit aucun effort pour parler. Il regagna ses appartements et n'en ressortit qu'1 heure plus tard, changé et déterminé. « Watson, » dit-il, « tu m'accompagneras. Prends ton revolver, cela m'a fait réfléchir. » Vous vous attendez à un danger? J'attends une résolution, a-t-il dit. Et parfois c'est la même chose. Nous sommes allés à la galerie de la tour, autrefois utilisée comme salle de musique. Là, Holmes a commencé à retirer les rideaux des portraits un par un, révélant chaque visage masqué que Nicholas Vale avait peint pour le bal masqué. Observez, dit-il, chaque masque est unique, chaque pose est théâtrale. Mais celui-ci, il écarta un dernier tissu. La peinture en dessous ne représentait pas un masque. C'était de Léonora démasquée, vêtue de noir de deuil. Son expression était froide, distante, et elle tenait dans sa main la main gantée de pourpre d'un homme sans visage dans l'ombre. Holmes s'est tourné vers moi. Ce n'est pas un hommage. C'est une menace. La nuit tomba rapidement, comme si des mains invisibles avaient décidé de recouvrir Montvert Hall de mystère. La maison s'était plongée dans un silence étrange. Ni le deuil d'une maison en désordre, ni les bavardages, animés de la société en plein jeu. On aurait dit un théâtre après la tombée du rideau,
où seul persiste l'odeur de la poudre et le spectre de la musique. Holmes se tenait devant le dernier tableau de la galerie de la tour, cette toile troublante représentant Leonora et son compagnon d'ombre. La silhouette à côté d'elle était sans visage, mais le gant rouge de sa main s'étendait vers l'extérieur avec une détermination évidente. Ce n'était pas un geste de tendresse, mais une étreinte, possessive, presque menaçante. « J'ai déjà vu ce genre de technique artistique », murmura Holmes, ses doigts effleurant les traits d'huile séchée. « Un portrait en couche. Le visage a été volontairement masqué, non par omission, mais par suppression. Tu veux dire qu'il a été peint, puis gratté ?» demandai-je. En m'approchant, Holmes hocha la tête. « Regardez bien, Watson. Ici, sous les couches d'ombre, il reste des traces de pigments. Le sujet original avait des traits. »« Mais qui ?» demandai-je en jetant un coup d'œil vers les grandes fenêtres qui donnaient sur la pelouse silencieuse. « Val, dit lentement Holmes, n'était pas la main derrière ce pinceau, pas entièrement. » Il se retourna et quitta rapidement la galerie, ses pas résonnant sur le parquet. Je m'empressai de le suivre tandis qu'il descendait le grand escalier et pénétrait dans la bibliothèque, où Dame Ariane et Leonora étaient assises près du feu. Elles levèrent toutes deux les yeux à notre entrée. « Pardonnez-moi cette intrusion, » dit Holmes sèchement. « Mais je dois vous poser une question, Lady Ariane. Où étaient entreposés les tableaux de Nicholas Vale avant le début de la mascarade ?» Elle cligna des yeux. « Certaines étaient conservées dans la véranda est, mais la plupart ont été déplacées dans l'ancien atelier, près de l'aile nord. Nicolas a dit que la lumière lui convenait mieux. La chambre était-elle fermée? À clé? Pas toujours, admit-elle. Il allait et venait souvent. » Les yeux de Holmes se plissèrent. Il est donc tout à fait possible que quelqu'un d'autre, quelqu'un ayant accès à l'information et possédant des connaissances artistiques, ait modifié son œuvre. Leonora se tenait là, visiblement tendue. Mais pourquoi? Pourquoi toucher aux peintures? Pour remodeler le récit, dit Holmes doucement, pour éveiller les soupçons et pour tendre un piège. Il tourna les talons. « Viens, Watson, on va au studio. » L'aile nord de mon verre était tombée dans un délabrement mondain. Autrefois utilisée comme logement pour les domestiques et arrière-cuisine, elle avait été abandonnée au fil des ans, éclipsée par des rénovations plus élégantes. L'atelier était niché au fond d'un couloir en pierre, derrière une porte verte légèrement déformée par le temps. Holmes alluma une lanterne et entra. La pièce embaumait l'odeur de térébenthine et d'huile de lin en train de sécher. Quelques toiles abandonnées étaient adossées au mur du fond. L'une d'elles, curieusement, avait été tournée vers le plâtre. Holmes s'est dirigé directement vers lui et l'a fait tourner. C'était un portrait de Lord Altham, ou plus précisément, une caricature grotesque. Les traits d'Altham avaient été exagérés, ses yeux écarquillés par la peur et la culpabilité. Derrière lui, comme émergeant de l'ombre, une silhouette floue tenait quelque chose. De rouge et de brillant un gant? Une lame? L'image était volontairement vague, onirique. Holmes a étudié la signature. « Ce n'est pas signé, » murmura-t-il. « Mais le coup de pinceau diffère du style connu de Vale. Vous voyez la courbure? Le trait est plus lourd, plus délibéré. » Je l'ai examiné attentivement. « Tu penses que c'est la même main qui a retouché le portrait de Leonora? »« Oui, » répondit Holmes, « et cela restreint considérablement notre champ d'action. Rares sont ceux à Montvert qui possèdent à la fois l'accès et les compétences nécessaires. » Il se tourna brusquement et désigna le coin le plus éloigné, où un tas de vieux chiffons se trouvait à côté d'un tabouret taché de peinture. « Des chiffons pour nettoyer les pinceaux, » observa Holmes. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Il souleva un morceau de papier coincé sous le pied du tabouret. L'encre avait légèrement déteint à cause de l'humidité, mais l'écriture était encore lisible. « Deux masques font une vérité. Peignez ce qu'ils craignent. Laissez ce qu'ils ne nommeront pas. » Il me le tendit. « Un fragment de motif, Watson. Quelqu'un ici croit que l'art révèle plus qu'il ne cache,
Quelqu'un l'utilise non pas pour décorer, mais pour exposer, ou pour manipuler, dis-je d'un ton sombre. Holmes glissa le journal dans son manteau. Voyons voir qui d'autre arpente les couloirs ce soir. Nous retournâmes dans la salle principale, où le feu s'était éteint. Albert était maintenant assis seul, feuilletant un recueil de poésie grecque. Mais ses yeux se levèrent rapidement. « À notre entrée. »« Tu es rentré tard, » dit-il d'un ton léger. « Et tu veilles tard, » répondit Holmes. Albert sourit. « Je n'arrive pas à dormir dans cette maison. » Holmes pencha la tête. « Dites-moi, monsieur Albert, connaissiez-vous bien Nicholas Vale ?»« Pas mal, » répondit Albert. « Il était excentrique, doué, un peu théâtral peut-être. Vous a-t-il déjà fait des confidences à propos de Léonora, de ses intentions pour la mascarade ?» Albert s'arrêta, puis ferma le livre. Il parlait de dévoiler la vérité par la performance, que les masques permettaient aux gens de montrer leur vrai visage. Mais non, il ne m'a jamais dit qu'il avait l'intention de disparaître. Holmes l'observa. « Avez-vous déjà peint, monsieur Albert ?»« Moi ?» Un rire. « Je m'essaie à la photographie. Je trouve la peinture trop imprécise. » Holmes hocha poliment la tête et passa à autre chose. Mais je vis une lueur dans ses yeux. Il n'était pas convaincu. Plus tard dans la soirée, un valet de pied a signalé un incendie. Non pas des flammes, mais de la fumée. Un amas fumant découvert, derrière les ruines de la chapelle, près de la limite du domaine. Holmes et moi sommes arrivés, et avons découvert une pile de papier à moitié brûlée, des chutes de toile calcinées, et ce qui ressemblait à un cadre en laiton partiellement fondu. Holmes s'accroupit aussitôt et examina soigneusement les restes. Ceci, dit-il en soulevant un fragment de toile, était un autre portrait. Un autoportrait, à en juger par l'angle de la pose. Je me suis penché. Qui l'a brûlé? Il faut se demander qui a eu raison de s'effacer, murmura Holmes, et ce que cet acte d'effacement cache. Il se leva et épousseta la cendre de ses gants. Viens, Watson, il est temps de parler à mademoiselle Cléome d'Orsay. Nous la trouvâmes dans la salle de musique où elle jouait une mélodie lugubre au piano. Elle leva les yeux avec amusement à l'entrée de Holmes. « Je suppose que je suis la prochaine, » dit-elle, les mains toujours sur les touches. Holmes inclina la tête. « Mademoiselle d'Orsay, puis-je vous demander, avez-vous déjà collaboré avec Nicholas Vale sur ses œuvres théâtrales? »« De temps en temps, » répondit-elle, en se déplaçant légèrement sur le banc. « Il admirait ma sensibilité. As-tu déjà peint ?» Elle sourit. Une seule fois, à 13 ans, un bol d'orange. Curieux, dit Holmes, parce que quelqu'un à Montvert a utilisé l'art à des fins de tromperie. Ils ont remodelé son œuvre. Ils ont brûlé des preuves. Ils ont laissé des énigmes. Et tu penses que c'est moi? Je pense que vous savez qui c'est, dit Holmes doucement. La musique s'éteignit. Elle le fixa du regard. Pas toi? Répéta-t-il. Cléome expira lentement en joignant les mains. Il y a plus d'un masque dans cette maison, monsieur Holmes, et ils ne sont pas tous portés sur le visage. L'aube après l'incendie n'apporta guère de chaleur. Des nuages gris flottaient au-dessus de Montvert Hall, tels des sentinelles hésitant à quitter leur poste. Une légère brume s'accrochait aux haies, et les fenêtres laissaient échapper la condensation des secrets. Le petit déjeuner se déroula dans le calme. Dame Ariane s'excusa avec un sourire pâle, et Léonora ne parut pas. Les autres convives murmurèrent par deux, leurs regards parcourant les couloirs comme s'ils craignaient que les murs eux-mêmes ne parlent. Holmes, cependant, était revigoré. Il arpentait le salon d'hiver d'un pas décidé, le feu crépitant à peine derrière lui. Le centre de cette affaire, dit-il brusquement, n'est pas Nicholas Vale. J'ai baissé mon journal, intrigué. Pas Vale? Non, répondit Holmes d'une voix saccadée. Vale est à la fois un catalyseur et une victime. Mais le cœur, ce qui remue sous, la surface est plus ancien, enraciné plus profondément en ce lieu que Vale ne l'a jamais été. Il s'arrêta à la fenêtre, regardant les jardins formels. Il s'est passé quelque chose ici il y a des années, Watson, quelque chose recouvert de couches de civilité. Il faut maintenant creuser sous ces couches.
Par où commencer? Holmes se retourna. Une lueur de satisfaction brillait dans ses yeux. L'aile est. Je fronçai les sourcils. L'aile est, mais je la croyais fermée. Dame Ariane m'a dit qu'elle avait été endommagée par une tempête il y a quelques années. Holmes s'autorisa un léger sourire. En effet, les coulisses closes, comme les esprits fermés, cachent souvent ce que le reste de la maison ne peut supporter d'affronter. Nous trouvâmes l'entrée de l'aile est à moitié masquée par un paravent et un vieux rideau de velours. Holmes les poussa sans cérémonie, révélant une porte en chêne déformée au gonds rouillé. L'air qui nous accueillit était, froid et sec, teinté de négligence. Le couloir qui suivait était étroit et sombre, bordé de fenêtres fermées et de papier peint qui commençaient à gondoler aux angles. La poussière gisait intacte sur le plancher. Pourtant, l'espace ne semblait pas sans vie, seulement endormi. C'était autrefois l'aile des enfants, dit doucement Holmes en examinant une fresque délavée représentant des animaux gambadant, dans une prairie, un lieu d'apprentissage, de jeu et peut-être de punition. Punition, il désigna une porte au fond, dont la surface était rayée de fines lignes. Remarquez les marques, Watson, des éraflures à la base, répétées. Cette porte était souvent verrouillée de l'extérieur. J'ai senti une sensation de froid me parcourir l'échine. Une salle de classe? Holmes l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une petite pièce, vide à l'exception d'un vieux bureau et d'une ardoise fêlée. Un tas de jouets oubliés, des soldats de plomb, une poupée en tissu aux yeux manquants, gisaient dans un coin. Mais c'est ce qui était accroché au mur qui a retenu notre attention. Un tableau d'enfant conservé dans un cadre simple. Bien que d'exécution grossière, le sujet était indéniable. Deux personnages dans un jardin, l'un portant un gant rouge. Holmes s'avança, les yeux fixés. « Ceci, murmura-t-il, est le motif original. » Les coups de pinceau de l'enfant étaient irréguliers, mais il y avait de l'émotion derrière eux, la peur, la confusion, peut-être un appel à la reconnaissance. Le gant rouge était proéminent, presque violemment, comme peint encore et encore pour le fixer. Un nom a été gravé dans le coin. Annonce Holmes fixa les initiales. A.D. Ariadne d'Orsay. J'ai hésité. Ou peut-être un autre d'Orsay. L'expression de Holmes s'accentua. Exactement. Il fouilla dans son manteau et en sortit, le papier taché de cendre qu'il avait récupéré la veille. « Deux masques font une seule vérité, cita-t-il. Peignez ce qu'ils craignent, laissez ce qu'ils ne veulent pas nommer. » J'ai regardé à nouveau le dessin de l'enfant. Tu crois que c'était le premier masque, la première tentative de dire ce que personne ne voulait dire? Il hocha lentement la tête. Et maintenant, quelqu'un peint à nouveau. Il utilise l'art de Val pour révéler ce que cette maison a tenté d'oublier. De retour dans le hall principal, nous avons trouvé Cléome d'Orsay en train de discuter doucement avec Léonora près de la cheminée. Léonora était pâle, mais son regard n'était plus distant. Il cherchait. « Mademoiselle d'Orsay, » dit Holmes sans chaleur ni hostilité. « Pourrions-nous nous parler en privé ?» Elle hésita, puis hocha légèrement la tête. Nous nous retirâmes dans le bureau attenant, où Holmes ferma la porte et resta debout, les mains jointes derrière. « Le dos. J'ai vu l'aile des enfants. » commença-t-il. « J'ai trouvé un tableau, signé seulement de mes initiales. Pourriez-vous m'en expliquer la signification ?» Cléome cligna des yeux. « Je n'ai pas mis les pieds dans cette aile depuis mon enfance. » Pourtant, vous vous en souvenez, insista Holmes. Qui a peint ce tableau, mademoiselle d'Orsay? Un instant de silence s'écoula. Puis, si doucement que je l'entendis à peine, elle dit « Mon frère ». Holmes n'a pas réagi. Pas Nicolas Veil. Non, dit-elle. C'était Adrian d'Orsay. Il était différent, sensible, toujours en train de dessiner. Il voyait des choses que les autres prétendaient ignorer. Je fronçai les sourcils. Je croyais que Dame Ariane n'avait que 2 enfants, toi et Léonora. Nous étions 3, dit Cléome. Mais Adrian est mort à 15 ans. Un accident, c'était la version officielle. Et l'officieux.
Cléome baissa les yeux vers ses mains. Il s'est pendu, dans l'aile est. Après avoir été puni pour quelque chose qu'il avait dit à notre père. La voix de Holmes resta calme. Qu'a-t-il dit? Cléome hésita, puis dit, quelqu'un faisait du mal à Léonora, quelqu'un dans cette maison. Mon cœur est devenu froid. La voix de Holmes se réduisit à un murmure. Et avait-il raison? L'expression de Cléome vacilla. C'était un enfant, monsieur Holmes, mais les enfants en savent souvent plus que ce que les adultes leur laissent entendre. Holmes resta silencieux pendant un long moment. « Est-ce que Vail était au courant pour Adrian ?» demanda-t-il enfin. « C'est vrai, » dit Cléome. Léonora le lui a dit. C'est pour ça qu'il est devenu obsédé par les masques, par les identités cachées. Il voulait utiliser la mascarade pour faire éclater la vérité, pour forcer quelqu'un à avouer. Et au lieu de cela, dit Holmes, d'un ton sombre, Vail a disparu, ou a été contraint de disparaître. Cléome hocha la tête une fois. Holmes n'a pas dit grand-chose après cela. Nous sommes retournés dans nos chambres, et pendant l'heure qui a suivi, il a marché sans parler, les doigts croisés sous son menton. Finalement, il s'arrêta et se tourna vers moi. « Watson, je crois que Nicholas Vail est vivant. » Je me suis redressé. « Vivant ?» Holmes hocha la tête. Il a mis en scène sa propre disparition. Sous la contrainte ou à dessein, je l'ignore encore. Mais il n'est pas mort. Tu es sûr? Raisonnablement. Il n'y a ni corps, ni sang, ni preuve, hormis le gant rouge. Et le gant, comme nous le savons maintenant, est symbolique. Il est représenté dans toutes les images liées à cette affaire. Il s'est dirigé vers la fenêtre, mais nous n'en avons pas fini. Quelqu'un dans cette maison refuse que la vérité éclate. Quelqu'un qui vit dans la culpabilité ou la peur depuis des décennies. Nous devons aller plus loin, Watson. Nous devons trouver le véritable propriétaire du gant rouge. Cette nuit-là, alors que le vent se levait au-delà des pignons, un cri déchira les couloirs de Montvert. Nous avons couru aussitôt, manquant de percuter Dame Ariane près du palier supérieur. Elle s'agrippait à la rambarde en tremblant. « Il était devant ma fenêtre », s'écria-t-elle. Debout dans le jardin, un homme masqué, avec un gant rouge. Holmes était déjà en mouvement, son manteau s'évasant derrière lui comme une ombre. Dehors, le jardin était couvert de rosée, l'herbe courbée par les pas récents. Holmes s'agenouilla aussitôt, examinant les traces laissées par la terre. « Ces fleurs sont fraîches, » murmura-t-il. Et voilà. Il désigna la tonnelle de rosier. Attachée à l'une des plantes grimpantes, se trouvait une bande de satin rouge, délibérément laissée en place. Holmes le retira soigneusement et le présenta à la lumière de la lanterne. « Une carte de visite, » dit-il. « Partie pour Dame Ariane, ou pour nous. » Il jeta un coup d'œil à la maison, les yeux plissés. « On est presque arrivé, Watson. » Le dernier masque tombe. Le matin suivant l'apparition glaciale de Dame Ariane, le soleil se leva, d'un blanc éclatant, le givre recouvrant le jardin comme si la terre elle-même s'était raidie sous l'effet de sa peur. Personne ne dormit bien cette nuit-là, et un silence gêné régnait à Montvert Hall, seulement troublé par le tintement occasionnel des tasses de thé ou le murmure d'une conversation prudente. Dame Ariane, vêtue d'une robe de velours marron, foncé, n'avait pas quitté sa chambre depuis qu'elle avait donné l'alarme. Elle avait refusé le petit déjeuner, et un plateau envoyé à sa porte lui avait été rendu intact. Holmes, toujours à l'écoute des rythmes de dissimulation humaine, se tenait dans le grand couloir, son regard passant de la peinture à l'huile, à la corniche craquelée, puis à la rampe dorée menant à l'étage. Il tapota son manteau du bout des doigts, pensif et mesuré. Le jardin n'était pas un hasard, murmura-t-il. C'était une mise en scène, un moment orchestré pour faire effet. Et notre visiteur masqué a laissé le fragment de gant rouge en guise de signature. J'acquiesçai, suivant son regard vers le salon où Cléome d'Orsay se tenait près du piano, jouant un accord doux et mélancolique. Les autres, Léonora, l'antiquaire irlandais Mallory et même le colonel Bassington, s'étaient tous repliés sur eux-mêmes, parlant moins,
avançant avec plus de prudence dans le couloir, comme si la maison elle-même avait des yeux. « Et la piste d'empreinte ?» demandai-je. Elle menait dans les bois, au-delà du verger. « C'est vrai, » répondit Holmes, « mais délibérément et à un rythme tranquille. Pas de fuite, pas de peur. Quelqu'un voulait nous faire croire que le masque était passé. Mais je crois qu'il n'est jamais parti. »« Tu veux dire qu'il est toujours là ?» Holmes hocha légèrement la tête. « Quelque part à Montvert, caché, aidé, ou les deux. » Il se retourna brusquement et se dirigea vers la galerie ouest, où étaient exposés les portraits de famille. Je le suivis en silence. La galerie était longue et bordée d'ancêtres d'Orsay, chacun affichant un visage fier, mélancolique ou indifférent sous d'épaisses couches de vernis. Holmes dépassa les générations précédentes jusqu'à s'arrêter devant un grand tableau élaboré dans un cadre doré. Il était signé discrètement dans un coin « N ». D'accord. Le tableau représentait les 3 enfants d'Orsay, Cléome, Léonora et un garçon que je n'avais jamais vu auparavant. Le garçon, légèrement à l'écart des filles, avait une expression distante et maussade et portait un gilet sombre. Ses doigts, notamment, étaient tachés de rouge, comme trempés dans la peinture. Holmes s'approcha. « Ceci, murmura-t-il, doit être Adrian d'Orsay. J'ai étudié le visage du garçon. La ressemblance avec Cléome était indéniable, quoique plus douce, presque inachevée. Mais ce qui a retenu mon attention, ce sont ses yeux. Pas vraiment craintifs, mais sur la défensive, comme un enfant qui aurait déjà appris à se méfier. « Veille la pincela », répéta Holmes, plus pour lui-même que pour moi. Il n'a jamais rencontré Adrian, et pourtant il l'a représenté avec une perspicacité remarquable, comme guidé par un souvenir vivace. Il désigna la tache cramoisie sur le bout des doigts du garçon. Un hommage, la tentative de Veil de réintégrer Adrian dans le récit, de raconter l'histoire effacée. Et pourtant personne n'a jamais parlé d'Adrian, dis-je. Parce que quelqu'un a veillé à ce que ce soit tabou, répondit Holmes. La tragédie, lorsqu'elle est cachée, se transforme en silence. Mais le silence peut être brisé. Il se tourna pour partir. « Viens, Watson, je dois parler à quelqu'un qui se souvient du jour de la mort d'Adrian. » Cette personne était Madame Culpepper, la gouvernante qui servait les d'Orsay depuis près de 40 ans. Elle était assise dans le couloir de service, près de l'arrière-cuisine, une tasse de thé léger à la main, le regard terni non par l'âge, mais par une longue exposition à un chagrin qu'elle n'avait pas le droit de nommer. Lorsque Holmes demanda une audience, elle leva les yeux avec une acceptation lasse. « Tu as toujours su que quelque chose n'allait pas, » dit-il doucement. Elle ne l'a pas nié. « Oui, » murmura-t-elle. « Dès la première fois que je l'ai vu pleurer seul derrière les rideaux de la chambre d'enfant. C'était un garçon calme, pas maladif, mais fragile d'âme. »« Pourquoi? Est-il mort ?» demanda Holmes. Pas la version officielle, la vérité. La prise de Madame Culpepper se resserra autour de la tasse. Il y a eu une nuit d'hiver. Adrian est venu me voir avec des bleus sur les bras. Il m'a dit que c'était son père, Lord d'Orsay. Je lui ai dit de se taire. Je lui ai dit que je parlerais à Dame Ariane, mais je ne l'ai jamais fait. Sa voix s'est brisée. Et puis un matin, il avait disparu, pendu à la rampe de l'aile est. On m'a dit de dire que c'était un accident, qu'il était monté et était tombé. « Qui vous l'a dit ?» demanda Holmes. « Dame Ariane, » murmura-t-elle. Elle était de pierre. Elle disait que la famille ne survivrait pas à un autre scandale. « Et Léonora ?» demandai-je. Madame Culpepper hésita. Elle l'a vu, elle a tout vu, mais c'était une fille, trop jeune pour témoigner. Ils l'ont envoyée à l'école. Elle n'a plus jamais été la même. Holmes se redressa lentement. « Et maintenant, dit-il, la vérité revient. » Plus tard dans l'après-midi, Holmes demanda à Léonora de l'accompagner dans la salle de musique. Elle arriva avec hésitation, enveloppée dans un châle bleu pâle, les cheveux relevés en une simple chignon. Holmes n'a pas prononcé de préambule. « Tu te souviens de ton frère ?» Elle parut surprise. « Adrian ?»
Oui. Je crois que tu as parlé de lui à Val. Léonora resta assise en silence pendant un moment, puis fit un simple hochement de tête cassant. Je l'ai dit à Nicolas parce qu'il m'a écouté. Il n'a pas bronché. Il m'a cru. Et puis, il a disparu, dit Holmes doucement. Croyez-vous que quelqu'un lui ait fait du mal? Une larme coula sur sa joue sans qu'elle la reconnaisse. Je crois qu'il a été prévenu, dit-elle, par quelqu'un qui voulait que le passé reste enfoui. Je pense qu'il avait prévu de s'échapper, de créer quelque chose qui les forcerait à écouter. Holmes sortit de son manteau l'image pliée qu'il avait sauvée de la cheminée, le dernier tableau de Val, ou ce qu'il en restait. Il la déplia lentement, l'étalant sur le pupitre. Léonora regarda les bords brûlés, les formes obsédantes qui restaient, des masques, une main gantée, l'ombre d'un enfant. Il a dit qu'il leur ferait comprendre, murmura-t-elle, qu'il finirait l'histoire d'Adriane. Elle tourna légèrement la tête comme si elle entendait un bruit lointain. Mais ils ne l'ont jamais laissé faire. Alors que le soir tombait à nouveau, Holmes et moi nous tenions dans le long couloir près de l'escalier des domestiques. « Quelqu'un ment, » dit-il. « Pas seulement par malveillance, mais par peur. Je dois isoler la personne qui en sait plus qu'elle ne le dit. » Je fronçai les sourcils. « Qui ?» Holmes haussa un sourcil. « Colonel Bassington. » J'ai cligné des yeux. « Le colonel, mais il semble volontairement discret, » dit Holmes, trop déconnecté de l'histoire familiale. « Et pourtant, il s'attarde, il observe, il écoute. Il désigna l'aile ouest. Il occupe l'ancien logement de l'intendant, un endroit autrefois adjacent au bureau de Lord Dorsey. Je crois qu'il connaissait le défunt patriarche. Peut-être l'a-t-il servi dans un rôle discret et officieux. Tu penses que c'est lui qui a prévenu Val? » Holmes n'a pas répondu directement. « Je pense qu'il est temps que nous lui rendions visite. » Nous trouvâmes le colonel, en train de lire à la lumière d'une lampe, ses lunettes posées sur son nez, un livre de mémoires militaires ouvert sur ses genoux. Il leva les yeux à l'entrée de Holmes et pour la première fois, une lueur vacilla derrière ses yeux, une reconnaissance méfiante. « Monsieur Holmes, » dit-il avec une joie forcée, « vous venez discuter tactique ?» Holmes ferma la porte. « Derrière nous. Seule la tactique du silence, colonel. Bassington ne dit rien. Vous étiez l'assistant de Lord Dorsey, pas seulement un ami. Vous gériez des affaires qu'il préférait dissimuler. » Bassington ferma lentement le livre. « De vieux fantômes, monsieur Holmes, » dit-il enfin. « Vous les attisez à vos risques et périls. » Holmes s'approcha. « Qu'as-tu fait pour garder le nom de famille propre ?» Les mains du colonel se crispèrent sur les accoudoirs. J'ai obéi. C'était mon devoir. Et Nicholas Vale. Un silence. Puis, il s'approchait trop. Près de quoi? Le colonel expira. À tout. À Adriane. À la raison pour laquelle Lord Dorsey a été discrètement envoyé à l'étranger avant sa mort. Nicolas voulait le montrer au monde. Il a dit qu'il le dévoilerait lors du bal masqué. Ça a-t-il décidé? Mais il ne l'a jamais fait, dis-je. Non, répondit Bassington, parce que quelqu'un l'a arrêté. Holmes se pencha. Qui, colonel? Bassington croisa le regard de Holmes et, pendant un instant, je vis quelque chose bouger derrière ses yeux. De la culpabilité peut-être ou de la résignation. Je vais te montrer, dit-il enfin, mais pas ici. Le vent s'était intensifié lorsque le colonel Bassington nous conduisit à travers les couloirs sombres de Montvert. Les ombres s'allongeaient, accentuant l'atmosphère d'inquiétude qui régnait dans la maison. Il ne dit pas un mot, se contentant de nous faire signe de le suivre, tandis qu'il franchissait une porte de service verrouillée, récupérait une lanterne en laiton accrochée à un clou et descendait un étroit escalier de pierre derrière l'office du majordome. La pierre sous mes pieds était irrégulière, polie par le temps. L'humidité s'accumulait sur les murs en longues veines et l'air était chargé de moisissures. Holmes descendit juste devant moi, le visage indéchiffrable, ses longs doigts effleurant la rampe humide, comme s'il percevait des vibrations dans la pierre elle-même. « Où allons-nous » demandai-je doucement au colonel. « L'ancienne chambre »
Forte, répondit Bassington. Les archives privées de Lord Dorsey ne font pas partie du patrimoine officiel. Oubliées de la plupart, pas de tous. Il s'arrêta devant une porte en fer creusée dans la roche. De la poche de son manteau, il sortit une petite clé rouillée. « Il gardait ses secrets ici, » dit-il, et sa voix, bien que ferme, contenait le tremblement d'un homme qui gardait quelque chose depuis bien trop longtemps. La clé tourna avec un grincement réticent, et la porte s'ouvrit sur une pièce bordée d'étagères, poussiéreuse, voûtée, remplie de registres, de boîtes et de malles. Au fond du mur se trouvait une chaise solitaire, à côté de laquelle était accrochée une peinture à l'huile lourdement drapée, recouverte d'un tissu noir, tel un cadavre enveloppé. Holmes se dirigea vers la chaise, inspectant le plancher en dessous. « Ils ont amené Nicolas ici, » dit Bassington doucement, « quand ils ont eu vent de son plan. La mascarade n'était pas censée être une performance, c'était une confession. Nicolas avait passé des mois à peindre, à faire des recherches. L'histoire d'Adrian, les abus, la complicité, tout cela, caché à la vue de tous sur la toile. Holmes se tourna vers lui. « Et qui l'a arrêté ?» Bassington serra les dents. « Dame Ariane. » J'ai cligné des yeux, incrédule. « Elle en faisait partie ?» demandai-je. « Non, » répondit le colonel, « c'est elle qui a tout orchestré. Elle savait que si Vail dévoilait les tableaux, le nom d'Orsay s'effondrerait. Le patrimoine familial, l'héritage, tout. Elle m'a convoqué, m'a fait intercepter Vail avant le gala. Il était enfermé ici. Elle a essayé de le raisonner. Et quand il a refusé, demanda Holmes. Bassington regarda le tableau encore caché sous son voile. Elle a dit qu'elle brûlerait tout. Holmes s'avança et souleva le tissu noir. Je sentis une brusque inspiration. Le tableau en dessous était inachevé, mais indéniablement l'œuvre de Nicolas Vail. Des traits audacieux, des yeux cernés, un enfant sans visage debout derrière un masque rouge éclaté. Dans le coin supérieur droit, une salle de bal dorée se dissolvait en fumée. Les yeux de Holmes se promenèrent dessus comme s'ils décodaient une langue. « Il a peint ça après sa capture, » murmura-t-il. « Pas pour l'exposer, comme preuve. » Il se tourna vers Bassington. « Et ensuite, je l'ai laissé partir, » dit le colonel, la voix brisée par le souvenir. « 2 nuits plus tard, je lui ai dit de filer. Je lui ai même donné le gant. Sa carte de visite, disait-il. Le symbole rouge. Il le laisserait un jour à Montvert pour signaler son retour. « Où est-il allé ?» demandai-je. Bassington esquissa un sourire creux. « Je ne l'ai jamais su. Il a disparu dans le vent. » À l'étage, la maison vibrait d'un malaise presque physique. Holmes se tenait à la fenêtre de la bibliothèque, scrutant les longues ombres qui s'étendaient sur la pelouse. Les contours du mystère se précisaient, mais le cœur demeurait obscur. Nicolas Vail avait fui, certes, mais qui l'avait poursuivi? Et qui maintenant avait à nouveau invoqué la mascarade? Cléome d'Orsay entra discrètement derrière nous. « Je t'ai vu revenir, » dit-elle. « Où t'a-t-il emmené ?»« À la vérité, » répondit Holmes, « ou quelque chose de proche. » Elle s'approcha du foyer et porta ses mains aux flammes. Son visage paraissait plus maigre que les jours précédents, tiré mais étrangement résolu. « Je me souviens de la dernière nuit avant le départ de Nicolas, » dit-elle. « Il est venu me voir, m'a demandé de l'aide. Il m'a dit qu'il n'avait aucune preuve que des histoires, des souvenirs et un portrait. Je l'ai supplié de se taire. Je pensais qu'il était obsédé. » Elle regarda Holmes. « Et s'il ne l'était pas? Et s'il voyait quelque chose que je ne pourrais pas supporter? » Holmes l'a étudié. « Parlez-moi de votre père, mademoiselle d'Orsay, pas de la version des journaux mondains, de l'homme derrière la porte. » Cléome resta longtemps silencieuse. Puis, il pouvait être charmant, magnifique même. Mais il avait des règles rigides et cruelles. Adrian, il n'a jamais su les respecter. Sa voix faiblit. Une nuit, je les ai entendus, se disputer, puis plus rien. Et Adrian était parti. Holmes hocha lentement la tête.
Ta sœur l'a vu, tu t'en doutais, et Nicolas le savait. » Il regarda vers la porte. « Et maintenant, quelqu'un veut s'assurer qu'aucun d'entre vous n'oublie. » Ce soir-là, Holmes convoqua une réunion privée dans la grande salle. Le feu flamboyait, projetant de hautes ombres sur les boiseries. Les personnes rassemblées, Lady Ariadne, Cléome, Léonora, le colonel Bassington, Mallory l'antiquaire, formaient un cercle hésitant, chacun attendant la parole de Holmes. « Finissons-en avec les illusions, » dit Holmes. « Cette maison n'est pas hantée, pas par des esprits, mais par des vérités depuis longtemps enfouies. Un enfant a été perdu. Un homme a tenté de révéler cette perte par l'art, et quelqu'un a tenté de le réduire au silence. » Il se tourna vers Dame Ariane. « Vous connaissiez les intentions de Veil, vous avez vu le risque. » Ses yeux brillèrent. « J'ai fait ce que je devais faire, pour cette famille. Même si cela signifiait effacer votre fils, ses épaules, se raidir. » Adrian était instable. Il représentait un danger pour lui-même. Léonora se leva. « C'est un mensonge. » La pièce devint silencieuse. La voix de Léonora tremblait. « J'ai vu ce que Père a fait. J'ai vu ce que tu as couvert. » Holmes leva la main. « Et maintenant, la mascarade revient, non pas par hasard, mais comme un avertissement. Quelqu'un a repris le flambeau de Nicolas Veil, une silhouette aux gants cramoisis. Ils ont mis en scène la visite du jardin. Ils ont laissé des indices. Et ils sont toujours là. » Il regarda chaque visage à tour de rôle. La question n'est plus qui portait le masque, mais plutôt qui les a aidés. Bassington soutint son regard. « Accusez-vous l'un d'entre nous ?» Holmes secoua la tête. « Je révèle ce que quelqu'un sait déjà. Il s'est détourné. Et demain je le prouverai. » Plus tard dans la nuit, alors que je me retirais dans ma chambre d'amis, j'ai trouvé Holmes en haut des escaliers, regardant le clair de lune se répandre à travers les hautes fenêtres. « Tu sais qui c'est ?» dis-je doucement. « Oui, » répondit-il, « mais ce sont les preuves qui parlent, pas les conjectures. » Il s'est tourné vers moi. « La mascarade n'est pas qu'un symbole, Watson, c'est une confession qui attend d'être entendue. Et demain, nous l'écouterons. » L'aube froide et pâle se levait sur le manoir de Montvert, filtrant à travers les hautes fenêtres et projetant de longs rayons de lumière sur le parquet en chêne usé. Les ombres nocturnes s'accrochaient encore obstinément au coin, comme réticentes à livrer leurs secrets. Pourtant, dans ce matin gris, la maison était plongée dans une attente tendue, un souffle silencieux retenu avant que la vérité ne soit dévoilée. Holmes s'agitait déjà dans la bibliothèque lorsque je le rejoignis, son regard perçant, fixé non pas sur les étagères, mais sur une épaisse liasse de papier qu'il avait étalée sur la table. Il se leva à mon entrée, une expression de triomphe discret commençant déjà à dessiner ses traits. « Bonjour, Watson, » dit-il, vivement. Aujourd'hui, la mascarade prend fin. Je m'assis, le cœur battant à toute vitesse au rythme de sa détermination. Les révélations de la nuit avaient levé bien des voiles, mais un subsistait impénétrable jusqu'à présent. Holmes avait promis des preuves, et je n'avais aucun doute qu'il les fournirait. Avant de descendre pour affronter la maisonnée, Holmes demanda la présence de tous les principaux protagonistes. Lady Ariadne, Cléome, Léonora, le colonel Bassington et Mallory. Chacun arriva avec des expressions allant de la prudence à la provocation, comme s'il se préparait à l'acte final d'un drame que personne ne souhaitait voir se jouer. Holmes a commencé avec un ton calme mais autoritaire. « Mesdames et messieurs, vous avez tous joué un rôle, certains sciemment, d'autres inconsciemment, dans une histoire plus sombre qu'un simple scandale ou un héritage brisé. Vous avez été projetés sans le vouloir sur la scène d'une mascarade, où les apparences sont trompeuses et où chaque geste cache une intention. » Il fit un geste vers le gant cramoisi posé sur la table. Son cuir cramoisi était usé, mais reconnaissable. « Ce gant, » poursuivit-il, « est la signature d'une figure qui hante Montvert depuis des mois. Une figure qui réclame justice pour un tort enfoui sous des générations de silence. » La pièce devint silencieuse, à l'exception du crépitement du feu. Holmes continua sa voix mesurée mais implacable. «
Revenons à la nuit de la première mascarade, le gala où l'on dit que Nicholas Vale a été emporté. Il s'arrêta et jeta un coup d'œil à dame Ariane, qui était assise raide comme la pierre. Nicolas n'était pas un simple artiste, c'était un chercheur de vérité, un homme dont les coups de pinceau révélaient des horreurs que d'autres auraient préféré oublier. Mais il n'était pas seul dans cette quête. Tous les regards se tournèrent vers le colonel Bassington, qui resta immobile. Holmes s'avança vers lui. « Bassington, tu as aidé Vale à s'échapper cette nuit-là, n'est-ce pas ?» Les lèvres du colonel se pincèrent. « Je l'ai fait. Contre mes ordres. » Holmes hocha la tête en signe d'approbation. « Mais savais-tu pourquoi ?» Les yeux de Bassington brillèrent de culpabilité. Il voulait exposer les péchés de la famille d'Orsay. Précisément. Holmes se tourna vers les autres, mais la suite fut encore plus sombre. Adrian d'Orsay disparut, l'enquête achopa, la famille se brisa, et maintenant quelqu'un a de nouveau enfilé le gant rouge. Un murmure parcourut la pièce. Holmes leva la main ordonnant le silence. Le mascarade est parmi nous, non seulement comme un messager de la vérité, mais comme un agent de jugement. Il recula et sortit une enveloppe scellée de son manteau. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvent les détails de la tromperie, les pièces d'un puzzle caché à la vue de tous. Il le tendit à Mallory, l'antiquaire, dont les doigts tremblaient lorsqu'il brisa le sceau. Les papiers à l'intérieur étaient des croquis, des portraits, des notes et des références codées que Nicolas avait laissées derrière lui. Holmes fit un geste vers un dessin particulier. « Ce croquis, dit-il, a été retrouvé derrière la toile que nous avons découverte hier soir. Un portrait de dame Ariane, peinte non pas comme la matrone que vous présentez au monde, mais comme une figure enveloppée de manipulation. Les yeux de dame Ariane se rétrécirent. C'est de la diffamation. » Holmes eut un léger sourire. « Au contraire, vos actes le confirment. Vous avez orchestré la disparition d'Adrian. Vous avez réduit Nicolas au silence en l'enfermant, tout en craignant que son art ne vous survive. » Cléome haleta doucement, les yeux remplis de larmes. « Mère, tu as menti. » Le sang-froid de Lady Ariadne se brisa, révélant une lueur de désespoir. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger la famille. » Holmes se rapprocha d'elle. « Et pourtant, vos tentatives de contrôler le récit n'ont fait qu'inviter au retour du gant cramoisi. » Il s'est ensuite adressé au groupe. « La mascarade n'est pas seulement un symbole de vengeance, c'est un appel à la justice, une exigence de reconnaissance de la vérité. » Tournant son regard vers le colonel Bassington, il continua. « Bassington, tu étais complice, mais tu as fait preuve de clémence en aidant Vale à s'échapper. » Bassington baissa la tête. « Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant que du sang innocent était versé. » Holmes fit alors signe à Mallory. « Vous avez été le gardien des secrets, préservant le passé mais aussi protégeant ses ténèbres. » Mallory baissa les yeux, silencieuse. Holmes fixa finalement ses yeux sur Cléome et Léonora. « Toi aussi, tu détiens les clés de ce mystère. Ton silence a dissimulé les actes de dame Ariane. » La voix de Cléome tremblait. « J'avais peur. » Léonora hocha la tête en signe d'accord. La peur nous lie plus étroitement que les chaînes. Les yeux de Holmes brillaient d'intensité. Mais la peur ne doit pas être l'arbitre final. Il s'est déplacé vers le centre de la pièce et a regardé chaque personne dans les yeux. La vérité ultime appartient aux mascarades. À cet instant, la porte du hall s'ouvrit brusquement. Une silhouette entra, vêtue d'une longue cape, le visage dissimulé par un masque vénitien. Le gant cramoisi était reconnaissable entre mille, levé en signe de reddition, mais avec une détermination indéniable. Des halètements emplirent la pièce. Holmes s'avança sans hésitation. « Révélez-vous. » La main de la silhouette tremblait, tandis que le masque était lentement soulevé. En dessous se trouvait Adrian d'Orsay. Le silence tomba tandis que la pièce absorbait le choc. La voix d'Adrian était ferme, mais lasse. « Je suis venu mettre fin à la mascarade. » Il a raconté les années passées dans la clandestinité, contraint à l'exil par les machinations de sa propre mère, découvrant la vérité sur la cruauté de son père et le sombre passé de sa famille.
Son retour n'était pas une vengeance, mais une quête de reconnaissance, une révélation des mensonges. Lady Ariane s'effondra sur une chaise, les larmes coulant sur son visage. « Je voulais juste vous protéger tous. » Adrian secoua la tête. La protection fondée sur la tromperie est un poison. Holmes regardait, la satisfaction visible dans son regard. « La mascarade est terminée, dit-il, et la justice, bien que retardée, va maintenant commencer. » Alors que la maisonnée s'installait dans un silence sombre, je m'approchai de Holmes. « Tu as joué magistralement, Holmes. » Il sourit faiblement. « La justice est une mise en scène, Watson, mais elle doit être bien jouée pour convaincre à la fois les coupables et les innocents. » Il se tourna vers la fenêtre, les premiers rayons du soleil perçant l'horizon. « Et maintenant, une autre affaire nous attend. » Ainsi s'acheva l'étrange et douloureuse mascarade du manoir de Montvert, où les masques tombèrent non seulement des visages, mais aussi des âmes de ceux qui les portaient. Je resterai jamais impressionné par la capacité de Holmes à voir sous la surface, là où la vérité attend patiemment, même sous les gants les plus cramoisis.